Bonjour à tous, monsieur le directeur, très cher Michel, très cher Jean-Marc, très chère Françoise. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, parmi vous, au sein du conseil de surveillance et ici, tout particulièrement afin de pouvoir vous présenter mes vœux. Alors la période des vœux et puis présenter ces vœux, c'est tout d'abord un apaisement. Ça vient du fond du cœur également. Et je crois qu'à titre personnel, eh bien, on se souhaite le meilleur. C'est le meilleur. Vous faites tous des métiers qui sont difficiles, très difficiles. J'avais encore eu l'occasion de l'évoquer hier avec les forces de sécurité, mon capitaine, les sapeurs-pompiers, et la plupart d'entre vous sont appelés à voir aussi au quotidien ce que pour les uns et les autres seraient des situations exceptionnelles, et puis également à accompagner des patients dans leur souffrance ou encore accompagner leur famille. Et l'hôpital, comme la plupart des institutions publiques, se retrouve aussi comme la source et au milieu de nombreuses tensions et de très nombreuses contradictions. On le retrouve dans la police, on le retrouve dans le domaine de la justice, où il y a de plus en plus d'exigences de la part de nos concitoyens, d'exigences de performance aussi, puisque vous avez des tensions financières qui existent, et on demande toujours de faire plus avec moins. Et c'est au cœur de ces contradictions que vous exercez aussi vos métiers. Et ce qui est nécessaire, c'est de toujours trouver le sens. Et si on voit aujourd'hui, et mon propos ne sera absolument pas politique, mais si on voit le débat sur la retraite et les tensions qu'il peut y avoir, c'est plutôt une réflexion sur le travail. La plupart de nos concitoyens veulent partir plus tôt. Ils veulent partir plus tôt parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise aussi dans leur travail, et plutôt que de parler du départ, eh bien, je crois qu'on devrait avoir au sein de notre société cette vraie réflexion sur comment donner du sens, comment aimer son travail, et je crois que beaucoup de choses en s'en retrouveraient facilitées. Alors, c'est une période d'apaisement, et puis c'est aussi une période de franchise dans les vœux, parce que ne seraient des vœux qui ne seraient pas francs et qui ne seraient pas sincères. Je crois que ça n'aurait pas beaucoup de sens non plus. Alors, je n'ai qu'un seul souhait en ce qui concerne l'hôpital, un seul, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Je ne suis pas hospitalier, je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant, ce n'est pas mon rôle. Je suis élu, mission temporaire aussi qui nous est confiée, et être élu, c'est être le représentant de nos concitoyens. C'est ça la charge, c'est ça l'honneur, et c'est ça le devoir d'un élu, c'est-à-dire que peuvent ressentir aussi, que peuvent vouloir, que peuvent souhaiter celui que vous appelez le patient. On peut l'appeler le concitoyen, on peut l'appeler l'usager, on peut l'appeler l'administré, on peut l'appeler le contribuable. Nous tous ici, vous tous dans cette salle, c'est souvent la même et l'unique personne. Nous sommes tout ça à la fois. Donc on peut être dans l'hôpital et avoir ses propres exigences. Quand vous avez vos patients, quand vous avez également vos familles, quand vous avez des proches qui peuvent être hospitalisés. Alors cette prise de conscience de l'importance de la santé, on le voit évidemment dans les sondages. Vous voyez 94% des Français qui y sont attachés, 54% des Français qui vous disent qu'ils y sont très attachés. Ce n'était pas vrai il y a quelques années. C'est différent, il pouvait y avoir d'autres priorités. Aujourd'hui, c'est la priorité dans notre société. C'est la santé. À l'échelon municipal, c'est ce que j'avais souhaité aussi au début de ce mandat. François, je te remercie particulièrement de nous avoir rejoints, puisqu'on avait vu, et je suis assez fier de le dire, puisqu'on a constitué la liste à la fin de l'année 2019, d'avoir un élu qui soit spécifiquement attaché aux questions de santé. Pourtant, ça ne rentre pas forcément dans les compétences municipales, c'est-à-dire que c'était avant le Covid, et on a pu faire beaucoup de choses ensemble. On a pu faire beaucoup de choses ensemble quant à l'installation, c'est le dialogue permanent avec la CPTS, et je remercie leurs représentants d'être présents. Comment est-ce qu'on recherche des médecins? Comment est-ce qu'on veille aussi à leur installation? Et à travers toute cette période de Covid qui était difficile pour tout le monde, pour l'ensemble de nos concitoyens, nous, on travaillait encore, on était dans l'action, mon cher Michel, et c'était encore différent de celui qui était simplement confiné.
Et je pense aussi à tous ceux qui ont eu des répercussions financières aussi et autres, familiales, et la période des deuils qui a été particulièrement aussi compliquée à cette période. Et ben, c'est avec le Dr Laborde, le centre de diagnostic qu'on a fait, donc c'est en dehors de l'hôpital, mais nous l'avons fait avec l'hôpital et aussi avec les soignants. C'est le centre de vaccination, parce que c'est vrai que si les collectivités n'étaient pas présentes, si elles n'étaient pas là, eh ben, il n'y avait pas de centre de vaccination, parce que ça a été fait en réorganisant nos équipes. C'est nos équipes municipales, les agents des palais du Congrès qui sont venus organiser tout un centre de vaccination où on a reçu des milliers de personnes. Et donc le succès de la vaccination, c'est un travail en commun avec également la place des collectivités locales. Et quand je dis que je veux que ça marche, pourquoi? Parce que l'hôpital est au cœur de l'attractivité d'une ville, est au cœur de l'attractivité d'une agglomération. On le voit d'ailleurs, les communes dans les zones rurales, les tensions qu'il peut y avoir. Quand on parle de désertification, c'est parce qu'il n'y a pas de médecin, parce qu'il n'y a pas d'hôpital, ou parce que vous mettez des heures pour pouvoir vous rendre à un hôpital. Si nous avons eu l'occasion, et notamment de soutenir solennellement au sein du conseil de surveillance, la non-fermeture de la maternité de Gassin, c'est par solidarité évidemment par rapport à un territoire qui nous est proche, mais c'est également de se dire dans un lieu où vous avez des difficultés pour attirer des jeunes populations, vous dire la fermeture d'une maternité, c'est catastrophique. Alors il peut y avoir des solutions alternatives. On peut nous dire qu'on peut aller en hélicoptère, on peut nous expliquer un certain nombre de choses, mais vous imaginez aller expliquer à la jeune mère qui va avoir son premier enfant, eh ben, vous aurez également votre premier voyage en hélicoptère. C'est pas facile à expliquer. Et donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que c'est directement moins attractif. Et nous, une des premières questions qui nous est posée, toujours en tant qu'élus, on le voit de plus en plus, c'est comment est l'hôpital? Les gens se renseignent, ils s'informent. Et ils se disent, ben, on va aller à Fréjus, à Saint-Raphaël, parce qu'on a un bon hôpital. Et puis vous êtes également, l'hôpital, c'est le premier employeur. Premier employeur de l'agglomération. On n'a pas de grandes industries. C'est 1500 personnes qui y travaillent. Et 1500 personnes qui y travaillent et qui vivent également dans l'agglomération. Donc c'est-à-dire que votre situation, je parlais du rapport au travail, le bonheur que vous pouvez avoir ou la satisfaction simplement d'aller dans votre travail, ben, c'est également pour un maire et pour un président d'une agglomération un élément qui est très important. Alors, on essaye d'être présent à notre place aussi. La construction du parking, c'est la collectivité locale qui l'a fait. On vous l'a rétrocédé l'année passée avec 4 millions d'euros qui sont investis. On n'a posé qu'une condition, c'est qu'il demeure gratuit. Ça nous paraissait important à partir du moment où nous le rétrocédions, afin que ça puisse évidemment bénéficier aussi au plus grand nombre. Et puis, nous avons la participation, ma très chère Annie, notamment avec la crèche. Alors, je ne voudrais pas être trop long et peut-être poser aussi la question de se dire, puisque le rôle des élus est aussi d'être un peu à part, puisque nous sommes dans un conseil de surveillance, nous n'avons, par le passé, les élus étaient dans un conseil d'administration, c'est-à-dire que les élus prenaient aussi un certain nombre de décisions. Nous coparticipions à la gouvernance de l'hôpital. C'est ce qui existait encore il y a une vingtaine d'années. L'évolution a fait que les élus ne décident plus. On considère que comme ils ne payaient pas, il ne fallait plus qu'ils payent ou que chaque maire allant défendre son hôpital pour toutes les raisons que je vous ai dites, il fallait qu'ils soient plutôt, qu'ils n'interviennent pas dans des décisions qui étaient davantage prises par le ministère de la Santé, les représentants, les ARS ou le corps médical, puisque c'est la gouvernance qui a été mise en place. Donc on est un peu à l'écart. On est un peu à l'écart et c'est une frustration aussi par rapport à l'importance qu'a l'hôpital au sein de l'agglomération. Alors j'ai souhaité, au cours de ces dernières années, que ce conseil de surveillance, on ne soit pas réduit en tant que président, je ne sois pas seulement, je disais la reine d'Angleterre, maintenant c'est le roi d'Angleterre, réduit simplement à un ministère de la parole, mais que ce soit un lieu de discussion et d'échange. On l'a ouvert aux syndicats, on l'a ouvert lorsqu'il y a des problèmes comme ceux des urgences, afin que vous puissiez aussi être
présents les uns et les autres, et à tout le corps soignant d'être présent. J'ai reçu votre demande également, la demande des chefs de pôle qui demandent d'y participer. Vous avez eu l'occasion d'y participer récemment, et je souhaite que pour les prochains conseils de surveillance, si tout le monde en est d'accord, que nous institutionnalisons aussi cette participation qui soit beaucoup plus large. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une institution que lorsque l'on met, et c'est vrai dans un hôpital, c'est vrai dans une mairie, c'est vrai dans beaucoup d'autres endroits, c'est lorsqu'on met la poussière sous le tapis. Parce que se dire qu'on ne se parle pas, et même quand il y a des problèmes, et même quand on peut ne pas être d'accord, eh bien, de toute façon, on en parle. On ne va pas en parler dans les instances, mais on va en parler dans les couloirs. Et puis on va en parler différemment. Donc, il faut qu'il y ait ces lieux d'échange, ces lieux de dialogue, et parfois même des lieux de confrontation, parce qu'on peut avoir des points de vue différents. Et là où on a des défis à relever ensemble, parce que le défi notamment de la santé, alors il y a les problématiques générales sur lesquelles on n'a pas à intervenir, la démographie médicale, la difficulté de trouver des médecins, à notre échelle on n'y peut rien. Donc on ne peut pas intervenir sur ce domaine-là. Après il y a d'autres questions. Si vous regardez, il y a des décisions qui ont été prises par le passé sur cet hôpital, dont aujourd'hui il y a un certain nombre de conséquences. Tu l'as évoqué, notamment des services qui ne sont pas terminés, qui ne sont pas achevés, ou des décisions de fermeture de lits, qui font qu'aujourd'hui, il y a aussi une baisse des résultats à l'hôpital. Il y a une baisse de l'activité à un moment donné. Tout ça, ça a été aussi le fruit de décisions, puisqu'on a une population qui augmente, et on a une population vieillissante. Et donc, on peut se retrouver, et ça j'en parle notamment aux organismes financeurs, parce que c'est un véritable sujet, et on l'évoque souvent au conseil de surveillance. Il ne faut pas culpabiliser aujourd'hui ceux qui travaillent par rapport à des décisions passées. Et ne pas culpabiliser, c'est-à-dire que les orientations de l'hôpital de demain ne doivent pas seulement être fixées par rapport à des choix passés. Alors je sais qu'il y a des exigences de rentabilité, je les respecte, c'est quelque chose, ce serait de la démagogie que de dire le contraire, mais néanmoins il ne faut pas non plus tout voir par rapport à ce prisme de la rentabilité. C'est parce qu'on en perd aussi un petit peu d'humanité lorsque on est uniquement dans le cadre de ce carcan, même quand ce carcan est imposé par le haut. Alors, et je terminerai sans doute par ce sujet, parce que je ne veux pas qu'il y ait des non-dits entre nous, et je crois que ce moment aussi on peut s'exprimer, ça permet de se dire exactement la manière dont ils pensent. Donc comme je vous ai dit, il y a des problématiques générales, il y a des problématiques sur des choix passés, et puis je pense qu'il y a des problématiques qui relèvent également de nous, la manière dont on peut voir la chose. Je suis maire d'une ville et d'une agglomération, je connais les lourdeurs, le cloisonnement, j'en crée peut-être même parfois. On peut les difficultés à rendre les choses simples, parce qu'aujourd'hui on vit également dans un monde complexe. Mais c'est vrai que la situation des urgences, telle qu'on l'a connue, c'est quelque chose qui était visible. C'est quelque chose que l'on peut appréhender. C'est-à-dire que quand vous avez des heures d'attente dans les urgences, c'est quelque chose que l'on voit. C'est quelque chose dont on parle. La souffrance également du personnel qui ne peut même pas travailler dans des situations normales, eh bien c'est quelque chose qui existe. Le fait qu'on puisse passer la nuit sur des brancards, c'est aussi quelque chose qui existe. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est responsable ici, dans cet hôpital, de cette situation. Ça veut dire que ça existe. Et quand quelque chose existe, on ne peut pas rester en dehors et de se dire, tiens, voilà, c'est comme ça, comme si c'était dû à la fatalité. Et on s'aperçoit, et cette crise des urgences, puisque effectivement, il y a des enseignements à tirer pour l'avenir, il y a des enseignements. C'est de se dire que quand on veut, on peut aussi trouver des solutions sans que ce soit excessif en termes financiers, sans que ce soit impossible, en essayant chacun de pouvoir, dans la mesure du possible, aussi faire des efforts. Et je crois que c'est ça l'enseignement qui est à retirer. C'est que d'une crise qui est aiguë, qui aboutit à la fermeture d'un service, à l'arrêt, on a des médecins dans des services d'urgence vitale qui se mettent en arrêt. C'est-à-dire qu'on est quand même allé très loin pour arriver là, puisque vous êtes généralement le dernier secours ou le dernier rempart.
eh bien, on s'aperçoit, quels que soient les échanges que l'on a pu avoir les uns et les autres, eh bien, que des solutions peuvent être trouvées. Et des solutions peuvent être trouvées, pas en quelques mois, en quelques jours. Mais je crois que c'est un bel enseignement aussi, c'est de se dire que même par rapport à des situations difficiles, il ne faut pas être bloqué, il ne faut pas être tétanisé, il ne faut pas se dire qu'on a toujours fait comme ça, il ne faut pas rester notamment dans ces cloisons habituelles, mais on peut se dire qu'il y a des solutions, si on veut. Et ça, il faut toujours se le dire. Il ne faut pas rejeter la faute sur l'autre. Dire, ah bah tiens, non, et ça peut être des propos que je peux m'attribuer à moi-même aussi. On est tous aussi un peu responsables quand on est dans des blocages. C'est facile, c'est le ministère, c'est l'ARS, c'est le directeur, ce sont les politiques, allez, on met tout le monde dedans. Voilà, pas fait. Par contre, si on se dit qu'est-ce qu'on peut faire chacun, on peut trouver des solutions. Et là, on en a trouvé. Et je souhaite que sur les projets d'avenir, on a parlé du TEPSCAN, c'est pas très compliqué quand on regarde le montant de l'investissement. On a parlé du centre de gérontologie, qui est un projet qui peut être rentabilisé sur ce site. On parle également de la pédopsychiatrie qu'il faudra prendre en compte, parce qu'on parle aussi que d'un simple déménagement. Il faut qu'on œuvre avec la même logique. C'est de se dire qu'il y a des solutions sur les problèmes que l'on rencontre, à supposer que les uns et les autres, on accepte aussi de sortir des cases dans lesquelles on est, de la logique habituelle, des schémas de pensée, qu'on accepte d'être un peu innovant et de temps en temps de pouvoir sortir des limites parce que c'est de cette manière qu'on construit. Alors voilà, donc vous voyez, c'est mon souhait pour cette année. Mon souhait, c'est qu'on puisse être tous fiers de notre hôpital et que eh bien, les patients, les usagers, nos administrés, vous-même, soyez également fiers de ce que vous faites. Très belle année.